Donc je me présente, je suis Hervé Mattei, je suis le directeur régional de la Banque de France à Orléans. Donc vous ne savez peut-être pas que nous avons une convention entre la Banque de France et l'université dans un certain nombre de régions, notamment à Orléans. Et dans le cadre de ces conventions, il est prévu un certain nombre d'actions, dont régulièrement des conférences. Et ce soir, donc, nous avons choisi de vous parler de la cotation Banque de France, qui est vraiment une mission de cœur de métier de la Banque de France. Donc en France, nous cotons 270 000 entreprises. En région centre, nous cotons plus de 10 000 entreprises. Donc nous avons 300 collaborateurs en région centre, et donc on peut dire qu'une petite centaine de collaborateurs travaillent sur le métier entreprise, notamment la cotation des entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour la Banque de France. Et donc Lisa Schirmer, qui est à ma gauche, qui est responsable de la méthodologie à la Banque de France, méthodologie d'analyse financière, donc une grande spécialiste de la cotation des entreprises, qui va être notre intervenante, que je vous présente. Voilà. Et donc je remercie Monsieur Arthur de nous accueillir une fois de plus à l'Université d'Orléans. Voilà. Donc sans plus attendre, je pense qu'on laisse la parole à Lisa, et qui va intervenir pendant 1 heure environ. Et puis à la fin de son intervention, bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur la cotation Banque de France. Voilà. Lisa, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus nombreux ce soir, malgré le froid. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la cotation Banque de France, qui n'est pas nécessairement un sujet totalement bien connu, mais qui est néanmoins, qui peut être connu néanmoins par l'aspect évaluation du risque de crédit, qui est en fait une thématique qui a été largement discutée ces dernières années. Et nous avons, nous aussi, à la Banque de France, notre place en matière d'évaluation du risque de crédit, même si c'est souvent beaucoup moins bien connu que ce que font les agences de notation. Donc, je vais vous faire une présentation un peu de notre système, de la manière dont on fonctionne, du cadre qui s'impose à nous, également des exigences européennes qui reposent sur nous, parce qu'on évolue dans un cadre européen qui est relativement strict et qui nous impose un certain nombre de caractéristiques. Et puis, je vous ferai une brève présentation aussi des évolutions qui ont pu être les nôtres durant ces dernières années. Donc, c'est à peu près ça en termes de sommaire. Juste avant de commencer, donc, Hervé Mattei est de la succursale, travaille donc, est directeur régional pour la région, mais donc moi je suis de la Banque centrale Paris. En fait, vous avez là les deux acteurs essentiels de la cotation, c'est-à-dire une direction au niveau central, qui est donc en charge de la méthodologie, de tous les éléments de système d'information qui sont impliqués dans la cotation, de tout ce qui est backtesting, également contrôle, vérification des procédures, également toute une partie études, et puis un certain nombre d'autres éléments en relation avec cette thématique de la cotation. Et puis, chose importante à bien comprendre, en fait, autant nous faisons en centrale la méthodologie, nous l'évaluons, nous la faisons évoluer, autant une personne qui donne une évaluation du risque de crédit, ce sont les analystes dans les régions, dans chaque succursale. Et donc, c'est une analyse qui est faite à dire d'experts. Je vais revenir là-dessus lors de ma présentation. Et puis, on essaye de le faire au plus proche du tissu local pour être bien capable de bien comprendre comment fonctionne l'entreprise. Ça, c'est déjà un point important sur notre manière de fonctionner. Donc, alors, c'est une évaluation, on la présente souvent comme dédiée à la relation banque-entreprise pour faire la différence par rapport à ce que font les agences de notation. On a donc évidemment une appréciation portée sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon d'1 à 3 ans. Ça, c'est notre objectif principal. Donc, on se situe à la fois sur un objectif relativement court, 1 an, mais également à plus long terme, sur du 3 ans. Alors, certains la connaissent déjà peut-être et d'autres non, donc je vais faire un rapide retour sur la manière dont se présente une cote
Banque de France, c'est une cote d'activité. Donc ça, c'est indépendant de l'évaluation du risque de crédit. C'est juste une information qu'on donne sur la taille de l'entreprise, plus ou moins petite, en fonction d'une lettre qui va de A à M, sachant que A, ce sont les plus grandes. La cote de crédit, c'est ça qui va nous intéresser surtout, c'est ce qui situe l'entreprise sur une échelle de risque, du moins risqué, donc meilleure cote, au plus risqué, voire donc défaillante. Donc c'est sur une échelle de 13 positions que nous cotons les entreprises, sachant qu'on va donc de 3++, qui est la meilleure cote, donc la cote d'excellence, qui ensuite descend en termes de qualité de crédit au fur et à mesure 3++, 3+, 3 et 4+, qui sont vraiment nos cotes les meilleures. Et puis ensuite, on a une partie de notre échelle de cotation qui concerne des entreprises qui sont donc de moins en moins susceptibles de rembourser leurs engagements, avec des cotes qui reflètent ensuite la présence d'incidents de paiement sur effet, qui sont les cotes 7, 8 et 9. Et enfin, les entreprises en procédure collective qui sont cotées P. On a aussi une catégorie particulière, c'est l'absence d'information. Ça, c'est spécifique, c'est notamment lorsqu'on n'a pas eu la documentation comptable ou une documentation trop ancienne pour pouvoir maintenir une cote de crédit, parce que bien sûr, l'important quand on évalue un risque, c'est d'avoir des informations fraîches. À partir du moment où on a des bilans de plus de 21 mois, on ne peut pas considérer que ça continue à être une évaluation fraîche. Donc, il y a un moment donné où nécessairement, on est obligé de revenir à une cote, donc cote 0, quand on n'a pas d'informations défavorables. Donc, pour vous donner un exemple, d'après ce que je vous ai dit là, donc par exemple, on va avoir une cote type B4 avec un B qui signifie entre 150 et 750 millions d'euros, et un 4, donc qui, synthétiquement, en fait, est représentative d'une capacité à honorer ses engagements jugée acceptable. Donc, pour information, et vous situez un peu les choses, un niveau, une cote 4, en fait, a un niveau de qualité de crédit équivalent à un double B pour Standard & Poor's et Moody's. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une cote à dire d'expert. Alors, une cote à dire d'expert, ça veut dire qu'on a une analyse qui est faite au cas par cas. Donc, il faut vous imaginer, on a donc près de 270 000 entreprises qu'on cote au cas par cas. C'est d'où l'intérêt, en fait, d'avoir des experts, en fait, en nombre suffisant, répartis sur l'ensemble du territoire, pour que pour chacune, il y ait une étude et une analyse approfondie en fonction du contexte de l'entreprise. C'est aussi des entreprises qui peuvent être relativement petites, parce que donc on a des entreprises qu'on commence à coter à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. En revanche, on a une limite qui est que nous ne cotons que les entreprises qui ont leur siège social en France. C'est une grosse différence par rapport aux agences de notation et autres, c'est qu'on est limité parce que tout simplement on fait en fonction du marché local compte tenu en fait de nos missions. Et puis, donc ça veut dire quoi également une analyse à dire d'expert? C'est-à-dire qu'on ne peut faire cette analyse que si on a une documentation comptable. Donc ça suppose derrière un gros système d'information capable de collecter l'information de toute la documentation comptable, qu'on l'ait directement sous format dématérialisé ou qu'on soit obligé de la saisir quand c'est encore le cas. Et puis, dernière chose, quand on est en fait coté à dire d'expert, on a la possibilité pour une entreprise d'avoir tous les échelons de la cotation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je dis ça parce qu'en fait, souvent, on peut être amené à confondre. On a en fait deux types de cotation. La cotation que je viens de vous présenter, qui est la cotation à dire d'expert. Et puis, on a aussi un vaste volant
environ près de 7 millions d'entreprises qui reçoivent une cote de la Banque de France, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est une cote, celle-là qui n'est pas à dire d'expert, c'est une cote qui en fait est attribuée en fonction d'éléments négatifs qu'on peut avoir s'agissant de cette entreprise. Donc typiquement, des incidents de paiement effets vont nous amener à donner une cote 7, 8 ou 9 à des entreprises pour lesquelles nous n'avons pas la documentation comptable, mais nous avons des éléments négatifs qui démontrent en fait des difficultés à payer leurs engagements. Et puis autre chose également, bien sûr, tout ce qui est procédures collectives qui sont reflétées dans ce type de cotation. Néanmoins, d'une manière générale, quand on parle de la cotation Banque de France en termes d'évaluation du risque de crédit, c'est de la cotation à dire d'experts dont je vous ai parlé en premier, que l'on parle par principe. Une chose importante et qui fait que finalement elle n'est pas tant que ça connue, cette cotation, c'est qu'elle a un caractère confidentiel. C'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'il y a une limitation par le Code monétaire financier des personnes à qui on peut être amené à donner notre cotation. Parce que, à l'origine, et c'est resté dans la mission, cette cotation, elle est faite pour les banques. Je vais vous expliquer après pourquoi, dans quel contexte et comment ils l'utilisent. Mais c'est vraiment ça qui fait notre cœur de métier et la raison de cette cotation. Donc, elle est disponible pour essentiellement les banques. Elle est bien sûr communiquée aux entreprises elles-mêmes, mais limite également, une entreprise ne va pas avoir accès à la cotation d'une autre entreprise. C'est quelque chose qui n'est absolument pas possible. Et dernière chose, elle est également disponible pour les assureurs crédit, les assureurs caution, qui fonctionnent en fait également sur la base de différents types d'informations, différentes sources. Et pour eux, la source Banque de France est une source d'appréciation du risque de crédit. Quand ils s'engagent à garantir les encours d'une entreprise, en fait, c'est intéressant pour eux de savoir quel type d'encours ils vont être amenés à garantir. Et notre cotation est un élément d'information pour eux. Enfin, en ce qui concerne la communication même de la cotation, en fait, la cotation, elle est donnée systématiquement. En fait, c'est une obligation de transparence qui nous est imposée. Et puis, surtout, le responsable d'entreprise peut, comme il le souhaite, en fait, contacter la succursale qui a évalué son risque afin d'obtenir tout élément d'explication. Ce qui fait qu'en fait, on verra aussi, on a un rôle quand même également quelque part pédagogique parce que cette cote, on est toujours là pour l'expliquer, pour aller discuter avec le chef d'entreprise pour savoir finalement quels sont les éléments qui peuvent susciter une appréciation plus négative dans une entreprise et peut-être l'amener également à avoir un recul sur sa situation compte tenu des éléments qui lui sont communiqués. Donc, je vais vous parler des agences. Comme vous le voyez, on est là sur de l'évaluation du risque de crédit, donc quelque part, ça rappelle beaucoup les agences de notation. En fait, il y a quand même un point essentiel, c'est que nous, on cote les entreprises, alors que les agences, elles cotent des produits financiers. Par ailleurs, le déclenchement de la procédure de cotation, il est de notre seul fait. Alors qu'une agence de notation, c'est généralement l'entreprise qui vient pour demander sa notation de manière à pouvoir notamment avoir un accès au marché financier. Nous, on n'est pas dans ce type de relation-là, puisqu'en fait, par définition, on a vocation à coter toute entreprise au-dessus de 750 000 euros de chiffre d'affaires dès lors qu'on a la documentation financière. Enfin, élément important, notre cotation est gratuite pour les entreprises, alors qu'elle peut être chère, voire très chère pour les agences de notation.
Ça commence à 40 000 euros généralement, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Nous, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on donne l'information. Alors là, on ne le fait pas de la même manière, hein, ça c'est clair et net. On n'a pas les mêmes clients, ce n'est pas pour des investisseurs, mais néanmoins c'est pour des banques, c'est-à-dire c'est quand même des investisseurs, mais en crédit, pas en marché financier. Donc l'important à voir, c'est que ce sont les banques qui payent. C'est eux qui sont en fait les clients et c'est eux qui rémunèrent nos prestations, ainsi que les assureurs crédits qui ont également accès à ces informations. Donc, pour ces différentes raisons, la Banque de France ne peut être assimilée à une agence de notation ou une agence de scoring. En fait, sur les agences de notation, elles ont un régime très strict, qui est maintenant un régime européen. C'est un encadrement européen, et notamment, il y a un organe européen qu'on a la chance d'abriter en France, à Paris, ce qui est rare, parce que généralement, c'est pas chez nous qu'on a les grandes agences, c'est plutôt en Allemagne ou en Angleterre. Nous, on a l'ESMA, qui s'occupe donc, c'est en fait l'équivalent de l'AMF au niveau européen. Donc les agences de notation, elles sont supervisées par l'ESMA. Nous, non. Pourquoi ? À cause exactement de tout ce que je vous ai dit précédemment, et notamment du fait que nos cotations sont privées et qu'elles ne sont pas payantes. Donc en fait, il n'y a pas un risque sur le marché du fait de nos cotations. Parce qu'en fait, c'est ça derrière. C'est pour ça qu'il y a une telle supervision des agences de notation, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs privés qui peuvent investir dans une entreprise sur la base d'une notation d'agence. En revanche, nous, il n'y a pas d'investisseurs privés. Il y a derrière des banques qui effectivement peuvent investir, mais ce n'est pas le même type de risque, ça ne touche pas des particuliers. Donc, on n'a pas cette supervision par l'ESMA. En revanche, comme je vais vous l'expliquer, on a un autre type de supervision qui est tout aussi contraignant, mais cette fois par l'Eurosystème. Et donc, on se distingue aussi également des agences de scoring. Alors, la différence entre agence de notation et agence de scoring, c'est le volet, ce qu'on appelle un volet qualitatif. Les agences de scoring, ça marche sur la base de modèles, mais exclusivement de modèles. Les agences de notation, elles ont des modèles, plus une partie experte sur la base d'informations non financières, autres qui ne sont pas intégrées directement dans le modèle et qui permettent d'affiner la notation. Donc, quoi qu'il en soit, une agence de scoring, c'est donc essentiellement sur un modèle qui tourne sur la base notamment statistique. Et donc, nous avons également un modèle, mais on a aussi d'autres éléments qui font qu'on n'est pas sur le même type d'activité, en fait. Donc, on va passer à la deuxième partie qui est un outil de facilitation du financement des entreprises. En la matière, en fait, il s'agit de voir finalement comment on aide avec la cotation l'activité de crédit, parce qu'on est vraiment sur l'activité de crédit ici, c'est-à-dire qu'on va orienter notre cotation de manière à pouvoir être capable d'évaluer le risque sur le prêteur. Une banque prête, quel est son risque, quel est son risque de ne pas avoir le remboursement de sa créance. Donc, très exactement en termes d'acteurs. Donc, si on regarde un peu pour les établissements de crédit, ce qu'on apporte, c'est donc cette information sur la qualité des engagements. On est donc un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que quand une banque accorde un crédit, elle peut regarder la cotation Banque de France qui lui apporte un élément complémentaire. Et puis, c'est également un instrument d'évaluation de leur risque de contrepartie compte tenu de la réglementation dite prudentielle. C'est donc la réglementation prudentielle, c'est la réglementation qui s'applique aux banques, donc prudentielle parce que prudence, pour évaluer leur capacité à faire face à leurs risques de toute espèce, et nous concernant leur risque de crédit. Ça veut dire que, comme on va le voir, quand elles calibrent leur modèle, elles peuvent prendre en compte la cotation Banque de France pour cette calibration, voire même, lorsqu'elles n'ont pas de modèle interne, utiliser directement la cotation Banque de France pour évaluer leurs besoins en fonds propres. Je vais revenir là-dessus après. Pour le dirigeant de l'entreprise, pour sa part,
qu'est-ce que c'est la cotation Banque de France? Il reçoit sa cotation, qu'est-ce qu'il en fait? En fait, c'est assez intéressant pour lui parce que quand vous êtes une grosse entreprise, généralement, vous avez la possibilité d'avoir un regard extérieur via une agence de notation, mais pour une plus petite, ça coûte cher. C'est pas si facile que ça. Et puis, c'est pas facile nécessairement de se situer vis-à-vis d'une banque et d'essayer d'avoir une vision extérieure par rapport à ce que la banque peut avoir comme évaluation de l'entreprise. Parce que la banque, elle a une note interne pour toute entreprise qu'elle ne communique pas nécessairement. Donc déjà, c'est pas évident parce que l'entreprise, quand elle va voir sa banque, elle ne sait pas quelle est la notation interne. Et puis, elle n'a pas nécessairement les éléments qui permettent la discussion. Avec une cotation, et surtout si la cotation est particulièrement favorable ou si elle a eu des éléments d'information qui lui permettent de se situer correctement, on peut dire qu'elle a un élément supplémentaire. Donc ça équilibre un peu la dissymétrie d'information. Et puis, ça lui permet aussi de l'aider à identifier des facteurs qui sont susceptibles de peser sur l'évaluation de la situation financière. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que l'important, c'est aussi pour une entreprise d'essayer de prendre du recul pour voir ce qu'un banquier peut regarder dans ses comptes ou dans son contexte ou dans son environnement ou dans son positionnement sur le marché pour, oui ou non, lui accorder un crédit. Et c'est aussi la vocation de la cotation Banque de France d'apporter ce type d'éléments d'information. Donc l'idée générale, c'est de faciliter le dialogue, donc en mettant à disposition une référence commune, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la cotation, elle est utilisée par l'entreprise, mais la banque aussi, de toute façon, l'utilise et la connaît, parce que c'est quelque chose qu'elle a quotidiennement et c'est quelque chose qui est pris en compte aussi dans les modèles. Donc, je vous disais, on a un rôle dans les modèles internes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Banque de France est reconnue comme organisme externe d'évaluation du crédit, donc OEC. Le terme consacré, c'est plutôt le terme anglais qui est ECAI. Toutes les agences de notation sont, les grosses agences en tout cas, les agences les plus connues sont des ECAI ou OEC. Et donc, on fait figure d'exception parce qu'on est la seule banque centrale et en fait la seule entité qui ne soit pas agence de notation, qui soit aussi OEC. Donc c'est une particularité qu'on a qui n'est pas nécessairement connue. Mais le fait de l'être, ça veut dire que vous avez la possibilité en tant que banque d'utiliser cette cotation pour évaluer votre risque de crédit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais donc quand une banque accorde un crédit, en fait, le montant de son crédit va être pris en compte pour voir si, en face, elle a un montant de fonds propres suffisant. Donc c'est les accords balois. Avant, c'était relativement simple, on avait 8%, maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais donc, si on prend sur du 8%, vous devez avoir 8 de fonds propres pour 100 de crédit. Mais 100 de crédit, c'est pas 100 de crédit, en fait, c'est vos crédits pondérés en fonction de la qualité de crédit, donc du risque que vous portez sur vos contreparties. Donc, qu'est-ce que c'est ce risque sur les contreparties? C'est est-ce que oui ou non, je vais être remboursé? Comment je peux le savoir? Soit je suis une banque assez grosse, j'ai des moyens, et j'ai mis en œuvre un modèle interne qui marche et qui me donne la qualité de mes crédits, soit j'en ai pas. Et dans ce cas-là, je dois faire appel à des organismes externes. Qui sont ces organismes externes? Ils sont directement nommés dans la réglementation applicable. Donc c'est le CRR, c'est le dernier règlement applicable au niveau européen. Et ce sont donc les OEC. Si on revient à nous, du coup, c'est ce qui fait qu'on est directement utilisé dans les modèles. On a un autre type, une autre reconnaissance qui est certainement la mieux connue, j'ose pas dire, je ne pense pas que ce soit si connu que ça, mais qui rentre en tout cas directement dans la mission la plus connue, qui est la politique monétaire. Parce que là aussi, le rôle
de la Banque de France, c'est de faciliter donc, le financement et surtout le refinancement des banques. Ce qui est important, c'est que quand une entreprise finance un particulier, une entreprise, elle soit capable derrière d'avoir des fonds, des liquidités suffisantes pour y faire face. Donc, il y a un système qui existe depuis longtemps, qui est le refinancement auprès de la Banque centrale, donc, qui fait qu'une banque peut tout simplement apporter le crédit qu'elle vient d'accorder en garantie pour avoir une avance de la part de la Banque centrale. Donc, dans ce cadre, dès lors que vous avez un prêt sur un prêteur de suffisamment bonne qualité de crédit, eh bien, la banque peut l'utiliser directement pour avoir de la part de la Banque centrale le refinancement qui lui est nécessaire à son activité de crédit. Donc c'est quelque chose d'important. C'est d'autant plus important si en fait elle est capable de démontrer que même les petites entreprises auxquelles elle prête sont des garanties suffisantes pour une banque centrale. De manière à organiser l'ensemble de ce système, il est important d'avoir un cadre. Ce cadre, il s'appelle ECAF au niveau Eurosystème. C'est en fait tout un corpus de règles qui détermine les sources d'évaluation que la Banque centrale considère comme étant suffisamment fiables. Parce qu'il faut voir qu'une banque centrale, elle prête. Mais il est important que derrière, si jamais il y a le moins de problèmes de la banque, alors longtemps on se dit c'est pas grave, une banque ça ne peut pas faire faillite, on a vu que quand même ça peut arriver. Donc il est important que les garanties qu'elle a derrière, quand elle a apporté des gros volumes financiers, soient suffisamment viables pour que si une banque a un souci, elle soit elle-même capable de se rembourser, parce que sinon c'est tout le système qui capote, compte tenu de la place de la Banque centrale. Donc il fallait nécessairement qu'elle ait un système sûr, donc il faut qu'elle reconnaisse les sources, donc je parle de la Banque centrale européenne, définit les sources de garantie, enfin d'évaluation du crédit qu'elle accepte, et puis elle définit aussi le niveau de crédit qu'elle accepte en garantie. Et c'est pour ça en fait, on a cette graduation de notre échelle de cotation qui correspond également à des échelons de qualité de crédit qui sont acceptés par la Banque centrale. On n'est pas les seuls ICAS, pour le coup. Autant on était la seule banque centrale OEC, autant il y a d'autres ICAS, mais il y en a encore peu. Il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique et la Slovénie. Mais on a une grande spécificité, parce que nous, on code 270 000 entreprises, alors que les autres, finalement, au maximum, pour l'Allemagne, ils codent 17 000 entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a un volant d'entreprises qui sont susceptibles d'être acceptées en garantie qui est très important en France. Alors, chose importante également, c'est que je vous ai parlé des critères pour être accepté en garantie. Ça s'appelle les critères d'éligibilité. Donc, c'est un critère qui est lié tout simplement à la probabilité de défaut qu'un banquier a sur un de ses crédits. Probabilité de défaut à 1 an. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait une échelle qui est à 1 an. Horizon court et puis également qui prend en compte un horizon plus long de 3 ans. Le 1 an, c'est pour notre statut d'ICAS. Donc, qu'est-ce que c'est, juste pour information, ces critères et ces caractéristiques? En fait, en termes d'évaluation du risque sur une contrepartie, il y a des exigences qui sont donc formulées en termes de probabilité de défaut. C'est-à-dire que, par exemple, vous devez avoir pour les meilleures cotes, catégorie 3 ou triple B, en fait, pour les agences de notation, une probabilité de défaut qui n'excède pas 0,10%, qui est très faible. Pour l'échelon suivant, c'est 0,40%, donc ce qui correspond à nos cotes 4+. Alors, ce qui se passe et ce qui est spécifique à la France, c'est qu'on a, comme on a en fait beaucoup d'entreprises cotées, on a un gros volant d'entreprises qui répondent à ces critères. On en a quand même 36% pour les meilleures cotes et 26%
pour les cotes 4. En fait, les cotes 4 sont temporairement éligibles. Il y a eu une problématique, hein, il y a 2-3 ans, vous en avez entendu parler, de liquidité pour les banques qui avaient du mal à trouver des liquidités lorsqu'il y avait un déficit de confiance entre elles. Donc elles ne s'échangeaient plus de liquidités. Donc pour y faire face, la BCE a élargi les possibilités de refinancement auprès d'elles, notamment en permettant à ce que à ce qu'il y ait plus de créances, c'est-à-dire des créances de moindre niveau de qualité, qui lui soient apportées en garantie. Ça a été le cas. Et donc, du coup, plutôt que de s'arrêter à une probabilité de défaut de 0,40, on va maintenant jusqu'à une probabilité de défaut de 1,5%. Ce qui a nettement augmenté notre volant d'entreprise que les banques peuvent apporter en garantie, puisque on a maintenant 62%. Donc c'est quand même assez énorme. Et surtout, du coup, on a quand même beaucoup de petites entreprises, ce qui est bien. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand un banquier détermine sa politique d'octroi de crédit, il prend aussi en compte, en fait, finalement, ce que derrière, il peut avoir comme refinancement. Donc, c'est bien d'avoir du refinancement également sur des petites entreprises, parce que ça motive, ça suscite l'intérêt de prêter à des petites entreprises. Si avec les grandes entreprises, ce serait quand même plus réduit. Alors que là, même sur un volant de petites entreprises, il est capable d'apporter les créances en garantie. Donc juste voilà pour vous montrer un peu ce que ça représente comme cote éligible au refinancement. C'est relativement une proportion voilà, très, très importante de cotes. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais... ouais. Juste, allez, je vais vous permettre de voir un verre d'eau pendant ce temps-là, un petit peu d'eau là. Une précision qui me semble importante, je me permets, Lisa. Dans le cadre européen, système banque centrale, on a bien une banque centrale européenne. Hein, et c'est le Conseil des gouverneurs qui prend les décisions de politique monétaire. Donc vous savez qu'en ce moment, on a abaissé notre taux à 0,05%, le taux de base. Voilà. Après, chaque banque centrale, dans son pays, mène les opérations de refinancement. Donc, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui mène les opérations de refinancement. Donc, chaque banque centrale. Et chaque banque centrale, de par l'histoire, a son système de fonctionnement. Et donc, effectivement, la Banque de France, il y a une tradition, depuis l'origine de la Banque de France, de refinancement sur papier privé. Mais je voulais expliquer le fait que, effectivement, il y avait bien un organe, le Conseil des gouverneurs, qui prend des décisions. Et après, les applications sont faites par chaque banque centrale. Parce que souvent, on me pose la question, mais à quoi sert la Banque de France ? Ben, la Banque de France est chargée de mettre en œuvre la politique monétaire. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bien la cotation. Voilà, comme ça, vous avez pu boire un petit peu de verre d'eau. Et voilà. Donc, pour en revenir à notre cadre national, avant de repartir sur le cadre européen, ce sur quoi nous avons longtemps fonctionné, donc c'est le code monétaire et financier qui régit notre activité en permettant en fait que l'on puisse se faire communiquer par les entreprises tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de notre activité. Et puis, en fait, c'est également une activité qui est visée par le contrat de service public qui lie la Banque de France à l'État. Et donc, ça, ce sont vraiment les fondements au niveau national pour notre activité. Donc, dans ce cadre, on a des principes structurants, pour les lister rapidement. L'expertise, ça veut dire que on limite notre champ d'investigation là où en fait on a la compétence. C'est pour ça qu'on ne se lance pas sur les instruments financiers, notamment. Nous, notre secteur d'activité, notre secteur en fait de connaissances, ce sont les entreprises non financières. La neutralité, puisqu'en fait, en tant que banque centrale, on ne doit pas prendre part à des actes de gestion, ni de représenter d'intérêts particuliers. Ça veut dire aussi que même si on est amené, le cas échéant, à répondre à des questions d'une entreprise, on ne peut jamais aller jusqu'à jouer un rôle de conseil et au-delà, on va dire, prendre des actes de gestion. C'est totalement
totalement interdit. En termes de confidentialité, comme je vous l'ai indiqué, on a vraiment une cotation qui est très très confidentielle. Et enfin, on a également une exigence qu'il ne faut jamais perdre de vue, compte tenu de ce que ça peut coûter de faire de l'évaluation du risque de crédit sur 270 000 entreprises, c'est la maîtrise des coûts. Ce qui fait qu'effectivement, on a un très large panel d'entreprises, mais on ne va pas au-delà de ce chiffre d'affaires de 750 000 euros, c'est-à-dire qu'on limite à un moment donné le nombre d'entreprises qu'on peut coter, parce qu'en termes de coûts, sinon, on ne s'en sortirait plus. Voilà les 4 principes. On a aussi également un code de conduite qui garantit en fait la manière dont on exerce notre activité. Donc il y a des garanties en termes de qualité, de transparence. Ça rappelle aussi les dispositions réglementaires et légales auxquelles on est soumis. Et puis ça vise aussi à prévenir toutes les situations de conflit d'intérêts, donc à garantir l'indépendance de la cotation. On en revient là. Ce code de conduite est accessible en ligne sur notre site. Alors, on a également, c'est comme un millefeuille, hein, on a également un cadre européen qui découle des statuts dont je vous ai parlé, donc ICAS et OEC. Et ça nous oblige en fait à être extrêmement attentifs à la qualité de notre cotation et également à ses performances. Qu'est-ce qu'on entend par performance en matière d'évaluation du risque de crédit? Tout simplement, pour chaque type de cote, il ne faut pas qu'on excède un certain nombre de défauts, de défaillances par an. Parce que si on en avait trop, cela montrerait que nous faisons des erreurs dans notre évaluation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un défaut, ça veut dire que la banque, elle ne récupère pas les fonds qu'elle a avancés. Donc nécessairement, à chaque niveau de qualité de crédit, à chaque cran de notre cotation, correspond un nombre maximal de défauts, défaillances qui est acceptable pour une banque. Et donc là, on se réfère aux probabilités de défaut dont je vous ai parlé tout à l'heure s'agissant de l'Eurosystème pour le statut ICAS, ou également à une autre grille à 3 ans qui a les données par rapport à la réglementation bancaire. Et donc il est important qu'on soit en mesure de respecter ces seuils. Donc on a des performances qui sont examinées régulièrement par l'Eurosystème. Et surtout, on a un critère qui est très fort et qui est très spécifique aussi, c'est le critère du défaut. En fait, on n'en parle pas souvent, on parle souvent des probabilités de défaut, mais c'est important de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un défaut fondamentalement. Parce que longtemps, on a fonctionné sur une définition du défaut qui était en fait la défaillance. Ce qui est en fait considéré comme le hard défaut, c'est-à-dire vraiment l'étape ultime où l'entreprise, non seulement elle ne peut plus payer ses crédits, mais elle ne peut plus rien payer. En fait, fondamentalement, c'est vraiment un ensemble de difficultés. Alors qu'en fait, l'important pour une banque, c'est pas tant de connaître ce défaut ultime, mais de connaître en fait le risque qu'il ne soit pas remboursé. Or, ça peut être lié à un pur problème de liquidité. Et donc, la définition du défaut en janvier 2012 a évolué pour non seulement prendre en compte la défaillance, qui était bien connue, mais également essayer d'approcher ce risque que connaît une banque. Donc ça veut dire que pour nous, compte tenu de la réglementation qui nous est applicable, notre objectif, c'est d'être capable de prévoir une impossibilité pour une entreprise de payer son crédit avec un délai maximal de 90 jours de retard. Donc, ça fait un arriéré de paiement supérieur à 90 jours. Donc, c'est quelque chose qui est très spécifique à essayer de prévoir. Ça veut dire qu'on doit être vraiment en mesure de bien intégrer tous les paramètres relatifs à la liquidité d'une entreprise pour être capable de le détecter. Et puis, c'est aussi une spécificité qu'on a,
parce qu'il faut avoir l'information du défaut, ce n'est pas quelque chose de simple. Nous, on l'a par les banques. Les agences de notation, par exemple, en font une approche différente. Elles ont l'information également par les banques, mais sur les marchés. C'est-à-dire, ce sont les risques sur les marchés financiers, sur les titres. Donc, c'est une approche différente. Donc, c'est vrai que souvent, on compare nos systèmes, mais fondamentalement, on n'a pas exactement la même définition du défaut. Et puis derrière, vous avez également un certain nombre de petites agences, et puis les agences de scoring qui ne fonctionnent pas du tout sur le défaut, mais qui fonctionnent sur la défaillance. Donc c'est important, quand on parle d'un système d'évaluation du risque de crédit, de savoir quelle est la référence, parce que ça peut quand même modifier l'appréciation qu'on peut en avoir. Donc nous, on a pris la définition la plus proche des banques, parce que les banques, elles appliquent ce critère du défaut. Et donc chaque année, afin d'évaluer ces performances-là, dont je viens de vous parler, là, l'Eurosystème, en fait, assure un système, fait une révision de nos taux de défaut pour voir si on est ou pas dans les cases qui nous sont données, et donc dans les niveaux de qualité de crédit qui nous sont imposés. Et alors, comme je vous disais, 5000 feuilles, il y a aussi l'autre cadre qui est lié au fait que nous sommes OEC et que nous sommes aussi liés par la réglementation prudentielle. Donc dans ce cadre, en dehors d'une grille également de probabilité de défaut à respecter, à 3 ans, on doit être objectif sur notre méthodologie, indépendant dans notre processus de production de la notation, examiner régulièrement nos notes, être transparent, avoir également la publicité de la méthodologie et puis l'acceptation par le marché. Donc un certain nombre d'éléments également dans lesquels nous nous intégrons via tout ce que j'ai déjà indiqué, parce que finalement il y a un certain nombre de recoupements quant aux principes qui nous sont applicables. Alors, pour entrer un peu plus dans la manière dont nous produisons la cotation. Donc, comme je disais, c'est une analyse à dire d'experts. Alors, sur quoi ça se fonde? On est vraiment sur du pratique. Sur la documentation comptable, donc. Ça signifie que l'on collecte quand même la documentation comptable de près de 270 000 entreprises tous les ans, sans compter les arrêtés intermédiaires le cas échéant, donc énormément d'informations. Cette information, on peut la traiter que parce qu'on a un format standard, parce que sinon, ce serait juste impossible. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise essentiellement les feuillets des liasses fiscales, ce qui nous permet d'avoir des formats qui sont tout simplement facilement intégrables dans nos systèmes. Et puis, tout ça est intégré dans un système d'information qui est en fait une base de données qui est également ouverte à la consultation, notamment par les banques, et qui s'appelle FIBEN. Et donc, c'est un des éléments majeurs que nous prenons en compte dans la cotation. On a en dehors de ça d'autres types de données. C'est ce qu'on appelle les données extra-comptables, parce que ça ne vient pas des liasses fiscales. En fait, on a un certain nombre d'informations qui proviennent de l'INSEE, des greffes des tribunaux de commerce, donc tout simplement les secteurs d'activité, les liens économiques et financiers avec d'autres entités. Le cas échéant, les événements judiciaires et tout autre événement qui peuvent affecter une entreprise, par exemple la perte de plus de la moitié du capital social. Donc on a toutes ces informations-là qu'on prend également en compte. On a une base qui est très importante, qu'on a la chance d'avoir en France de manière très détaillée, c'est la centrale des risques, qui en fait a vocation à collecter toutes les informations des banques sur les crédits accordés aux entreprises. J'insiste, c'est bien sur les entreprises, ça n'existe pas pour les particuliers. Donc pour les entreprises, on a tout ce système d'information qui fait qu'on sait finalement quel est le volume de crédit accordé
aux entreprises, sachant qu'on a aussi cette information via les liasses fiscales, puisqu'il y a une information qui est donnée sur les engagements de l'entreprise, enfin les engagements des banques envers les entreprises dans leur documentation comptable. Mais donc ça permet d'une part de comparer, et puis d'avoir une information évolutive, parce que sinon vous l'avez seulement à un instant T au moment du bilan, mais vous n'avez pas nécessairement l'évolution, ce qui est arrivé depuis. Donc avec une centrale des risques, vous avez une information qui est beaucoup plus fraîche et qui est globale. Et comme on a un système qui fonctionne bien, on a également des accords avec d'autres centrales des risques européennes qui permettent également d'avoir une vision plus globale, parce qu'aujourd'hui les entreprises ne se cantonnent plus au seul marché français, elles sont aussi intéressées par avoir des crédits le cas échéant quand elles peuvent, quand elles sont suffisamment importantes ou bien implantées pour ça, d'autres pays. Donc c'est intéressant d'avoir une vision un peu plus globale pour être capable de faire une évaluation correcte du risque. Donc, et dernière chose, on a la centrale des incidents de paiement sur effet. Donc, ce sont les effets de commerce, puisqu'en fait, ce sont des informations que le banquier est obligé de déclarer. Donc, on a ces différents éléments, mais pas seulement. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est les contacts directs qu'on peut avoir avec les entreprises, qui permettent d'avoir toutes les informations qualitatives beaucoup plus fines concernant le marché, le positionnement sur le marché, la solidité de l'actionnariat, la stratégie de l'entreprise, ses perspectives, les opérations qu'elle envisage, autant d'éléments qui permettent de nuancer la première appréciation qu'on peut avoir au vu des informations financières qu'on a sur une entreprise. Donc, en la matière, il est important d'avoir beaucoup de contacts avec les entreprises. On essaie de le faire autant que possible. Donc, on mène à peu près 20%, on rencontre à peu près 20% des entreprises annuellement. C'est fait, donc là aussi, dans les succursales. C'est un énorme travail. Et ça représentait en 2013, par exemple, 53 000 entretiens de cotation. Donc, une source d'information quand même très considérable. Alors, ce que n'est pas notre processus de cotation sur cette base. Et bien, en fait, comme je vous le disais, on a un expert, un analyste financier, donc ça veut dire qu'on exclut tout processus automatisé complètement et globalement. Il y a toujours un analyste qui intervient dans l'analyse d'un dossier. On utilise quand même des scores dans notre cotation, donc des systèmes statistiques basés sur une étude discriminante pour l'instant, qui a vocation à non pas fonder globalement l'analyse, mais à la compléter. C'est-à-dire que l'analyste va arriver à une proposition de cotation et va donc comparer par rapport au score. Le score, en fait, donne directement une évaluation de la qualité de crédit de l'entreprise sur d'autres critères, d'autres mécanismes. Et donc, du coup, il se passe un comparatif entre ce qui est lié à l'analyse humaine et financière et puis ce qui est produit par le score pour voir si effectivement la proposition de cotation paraît pertinente au vu du score. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis enfin, on a une analyse qui est réitérée chaque année. Comme je disais, c'est important d'avoir une information fraîche. Donc on collecte chaque année les bilans pour mettre à jour la cotation, qui est également mise à jour dès qu'un événement susceptible de l'impacter est connu et donne donc lieu à analyse. Donc, ça veut dire qu'on a une cotation qui est très réactive. Enfin, chose importante, comme je le disais aussi, on est proche du terrain et donc c'est pour ça qu'on tient à ce que l'analyse soit faite dans les différentes régions françaises, ce qui permet aussi d'avoir ces contacts beaucoup plus facilement. Donc, en gros, pour récapituler, on a ici finalement les trois cercles, l'analyse sur base financière, l'analyse qualitative, donc pluriannuelle, puis
puis au cœur, au niveau financier, on a 4 grands axes qui sont l'activité, la capacité bénéficiaire, les résultats, les performances de l'entreprise. On a l'autonomie financière, la solvabilité et la liquidité, qui sont les grands axes pour l'analyse financière. On retombe après sur des règles financières, des soldes intermédiaires de gestion connus. La seule chose, c'est qu'on les fait varier en fonction des études qu'on fait en interne, de notre connaissance des entreprises, et on fait varier notamment les taux attendus pour chacun de ces ratios en fonction de la cotation, enfin en fonction de l'entreprise et en fonction de le positionnement de l'entreprise vis-à-vis de ces différents ratios financiers. On a en fait une combinaison de ratios qui fait qu'on aboutit à différents types de cotes. Ça permet d'avoir un premier niveau de cote qui est une cote financière, qui ensuite est revalidée par l'analyste en fonction de tout élément qualitatif, données extra-comptables, dont il peut avoir connaissance. Et c'est seulement sur la base de ces 2 éléments, financiers et qualitatifs, qu'on arrive à la cote dite globale et qui sera ensuite revalidée parce qu'il y a toujours un système de double analyse dans notre cotation. Donc comme je le dis, c'est fondé sur des règles d'expertise financière, c'est conduit au cas par cas, et puis bonne connaissance du tissu économique. Alors, pour aller un peu plus loin sur l'analyse qualitative dont je vous parlais. En fait, l'analyse qualitative, elle permet d'appréhender, de mieux appréhender des points qui seraient mal perçus sur la base du financier. Puis ça permet surtout de voir si en fait une entreprise va avoir des atouts, par exemple par rapport à son positionnement sur le marché. Des éléments qui font que même si elle a une faiblesse, on peut être amené à prendre en compte des éléments qui vont nuancer la première analyse qu'on peut avoir sur la base des comptes. Et puis surtout, ça permet d'avoir une appréciation plus dynamique, parce que dès lors qu'on prend en compte les perspectives, on va au-delà de la formation statique de la photo qu'on a pu avoir d'une entreprise à un moment, mais ça permet également de se projeter sur l'évolution de l'entreprise. Et c'est ça que permet l'analyse qualitative. Donc, synthétiquement, on a donc un système qui nécessite, qui en fait met en œuvre un certain nombre, tout simplement, de règles financières, une démarche qualitative, et puis après, globalement, une notation qui est ainsi produite. Enfin, petit point sur nos évolutions récentes. En fait, on peut avoir l'impression qu'on a un système qui est assez ancien. Parce que quand même, on cote depuis les années 80, je pense à peu près, voire avant. Mais 80 pour ce qui est de vraiment l'entrée dans un système au niveau des banques. Puisque c'est à partir de 82 qu'ils ont eu l'accès à FIBEN. Donc, avant aussi, historiquement, on existe depuis... Alors, historiquement, c'était le raise-compte. Depuis l'origine de la banque, donc c'est 1800, plus de 200 ans. Et donc, autour d'un directeur de la Banque de France, vous aviez quelques conseillers de la banque qui, effectivement, disaient on prend ou on ne prend pas au refinancement les effets de commerce. Donc, il n'y avait pas d'analyse financière, c'était simplement de l'information qualitative sur les places bancaires. Voilà. Et d'un système purement qualitatif, on est passé à un système quand même très sophistiqué. Très sophistiqué. Mais donc, du coup, comme on existe depuis longtemps, qu'on est un peu mal connu, on peut avoir quelquefois l'impression qu'on est un peu poussiéreux, ça fait longtemps qu'on est là. Mais en fait, on évolue quand même très, très régulièrement parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions techniques dont on est obligé de tenir compte. Parce qu'on a derrière nous l'eurosystème qui évolue, qui prend en compte les pratiques, qui a pris en compte aussi tous les risques, les nouvelles analyses de risques qui ont pu être faites pour mieux comprendre les risques des banques. Donc, fondamentalement, on est amené à évoluer très régulièrement. Donc, l'important, c'est de voir que quand on fait ces évolutions, on essaie de les calibrer pour rester cohérent vis-à-vis de notre système.
Et puis surtout, on fait attention également à avoir des évolutions qui soient lissées autant que possible, parce que compte tenu du rôle qu'on a sur le financement des entreprises, il n'est pas possible qu'on s'amuse à faire des effets de yo-yo sur les cotations, sous prétexte qu'il y aurait des évolutions à prendre en compte tout de suite. Donc pour chaque évolution, il y a vraiment une réflexion sur l'impact que ça a en termes de cotation pour une entreprise et des évolutions. L'important, c'est d'avoir une cotation qui soit également stable. Parce que si elle est stable, on peut avoir confiance en cette cotation. Si une entreprise, si une banque, elle prête, et puis que 6 mois après, vous avez des cotations qui sont totalement différentes de la date de celle qui a été donnée au moment où elle a accordé son prêt, ça n'a aucun intérêt pour elle. L'important pour elle, c'est donc d'avoir quelque chose de relativement stable. Et c'est important également pour les entreprises, parce qu'elles se réfèrent à leurs cotations, c'est comme ça qu'elles ont leur financement. Si elles ont des financements à court terme, elles ne peuvent pas constamment être obligées de suivre pour dire bah oui, là, attendez, vous m'avez accordé ce prêt, mais effectivement, ça s'est dégradé, qu'est-ce que je vais avoir comme financement demain? J'en sais rien. Donc, une fois qu'on donne une cote, l'important, c'est d'avoir une cote qui ne varie pas trop. Elle est nécessairement susceptible de bouger s'il y a des événements donc, liés à l'entreprise qui interfèrent, mais les évolutions méthodologiques, si elles sont nécessaires, ont néanmoins vocation à être suffisamment lissées et raisonnées pour éviter ces effets d'instabilité dans les cotations. Donc juste quelques exemples pour vous dire à peu près ce qu'on est amené à faire. Donc je vous parlais de la collecte des bilans, par exemple. Alors longtemps, c'est toujours le cas quand même, dans une certaine part, les bilans, ils étaient collectés et intégrés dans le système d'information à la mano. Donc c'est un peu long comme système. Et effectivement, c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé pour pouvoir avoir directement l'information de manière dématérialisée et qui ne nécessite plus ces obligations de saisie manuelle. Donc c'est un processus qu'on appelle bilan direct FIBEN, qui a nécessité la création d'une plateforme de réception des bilans propres à la Banque de France, qui s'est largement inspirée de ce que font les impôts, mais qui n'est pas le même système. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange d'informations entre nous et les autorités fiscales. Chacun a son domaine, on ne communique pas. Donc, on ne pouvait pas directement prendre l'information chez eux. Donc, nous avons fait un système relativement identique qui s'appuie en fait comme sur ce que les entreprises nous font remonter, mais en fait, grâce notamment à des accords et des partenariats avec les experts comptables, on a réussi à implémenter ce système et faire en sorte que les bilans, qui sont donc préparés par les experts comptables, soient directement saisis à son niveau et nous arrivent directement au cœur de notre système d'information. Donc en 2013, on avait un peu plus de la moitié des bilans qui étaient intégrés de cette manière-là. On avait un objectif de 60% cette année, qui est en passe d'être bien atteint. Donc on progresse là d'année en année avec l'objectif d'une dématérialisation de plus en plus large. Un autre exemple, je vous l'ai déjà cité, mais c'est le défaut balois en 2012. Ça a été quelque chose quand même de très très important parce qu'on est passé de la défaillance au défaut. En termes d'occurrence, c'est beaucoup plus fort, le défaut. Et surtout, il fallait donc adapter notre méthodologie pour être capable d'évaluer les risques de liquidité. Donc on a fait typiquement un exemple, un nouveau type d'analyse en mêlant une analyse statique, une analyse dynamique, une analyse prospective et une analyse de la flexibilité financière. Ça tombe sous le sens maintenant qu'on l'a fait, mais sur le coup, ce n'était pas si évident que ça. Et c'était important de le calibrer correctement à chaque niveau pour être capable en fait, d'avoir un système qui reste stable dans le temps
et qui nous permettent de respecter les exigences de l'eurosystème. On a également d'autres exemples créés à partir de 2011, une cote 7. En fait, on a fait un échelon supplémentaire parce qu'on s'est rendu compte que finalement notre échelle de cotation n'était pas assez granulaire. C'est important d'avoir une échelle qui prenne bien en compte les différents niveaux de risque pour que d'une cote à l'autre, on n'ait pas des écarts trop violents. Parce que sinon, c'est pareil, en termes de suivi de l'évolution du risque de crédit, on a une difficulté parce qu'on va avoir un écart trop grand si on passe d'une cote à l'autre, mais que ça signifie un gros écart de qualité de crédit, c'est pas une information suffisamment fine pour un banquier. Donc on a notamment, par exemple, rajouté une cote 7 sur la base des études qu'on a pu faire sur notre échelle de cotation. Et puis, pour vous citer un exemple qui a un caractère relativement innovant, on est en train d'essayer d'intégrer, je dis bien essayer, ce n'est pas quelque chose de simple, des critères relatifs à la RSE, à la responsabilité sociétale de l'entreprise, dans la cotation. Alors, c'est pas tant que ça innovant en soi, parce qu'en fait, toutes les agences commencent à le faire, et puis avec les ESG, le font déjà depuis un bon moment. Puis, il y a une volonté gouvernementale globale de plus en plus prendre en compte ces éléments. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer de trouver le lien qu'il peut y avoir entre l'implication d'une entreprise dans la responsabilité sociétale et son risque de crédit. Et ça, là-dessus, c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas d'études menées sur une large échelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, c'est très difficile de savoir si une entreprise est impliquée et puis de le faire au-delà des grandes entreprises qui communiquent bien sur le sujet, sur lesquelles on a un certain nombre de détails. Mais sur les autres, on a quand même moins d'informations. Donc, ce qui manque, c'est la base de données que nous essayons actuellement de constituer pour essayer d'avancer sur le sujet et puis, autant que possible, essayer d'intégrer dans notre analyse des éléments complémentaires. L'idée, c'est toujours ça, c'est si, en fait, on a des éléments d'information qui nous permettent de mieux appréhender le risque de crédit, il est important de pouvoir les prendre en compte. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire en la matière. Enfin, comme je vous le disais, on a vraiment essayé de maintenir une grande stabilité des cotes. Et donc, pour vous donner un peu une estimation de ce que ça donne, dans plus de 90% des cas, donc la cote au 31 décembre pour la Banque de France est soit identique à celle au 1er janvier, soit abaissée ou relevée d'un seul cran sur l'échelle de cotation, qui montre une très très grande stabilité. Je vous ai donné juste là les références, vous les trouvez aussi sur le site de la Banque de France. On publie chaque année des backtestings qui permettent de voir en détail toutes les données chiffrées relatives notamment aux questions de stabilité. Donc ça, en fait, cette stabilité, il faut bien voir que en même temps, tout en étant stable, on est capable de respecter des taux de défaut relativement bas. Ça veut dire qu'on a quand même réussi à forger une certaine expertise pour détecter les forces et les faiblesses des entreprises. Et puis, une certaine capacité, compte tenu justement de notre expérience, à faire évoluer notre système de cotation en atténuant les effets, les impacts sur les entreprises. Donc, pour résumer, la cotation Banque de France, c'est donc une démarche d'évaluation du risque de crédit, vous l'aurez compris, différente de celle des agences de notation, qui intègre un certain nombre de préoccupations qui font qu'elle diffère de ce que font les agences de notation, mais qui est néanmoins soumis à un cadre très strict au niveau Eurosystème, et qui fait qu'on reste particulièrement attentif au fur et à mesure des années à la pertinence de notre modèle, compte tenu de l'impact que ça peut avoir, notamment sur le financement des entreprises en France. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.